Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Les États-Unis ont décidé unilatéralement de se retirer des accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Ils ont décidé d'appliquer des sanctions extraterritoriales aux entreprises qui contourneraient l'embargo qu'ils viennent de décider, avec des sanctions qui s'appliqueront au-delà de 180 jours à compter de la date du 8 mai. Quelle est votre opinion? Je l'ai déjà dit, ça me paraît extrêmement grave. C'est beaucoup plus grave que, à mon avis, que l'histoire des droits de douane sur l'acier. Parce qu'on en fait tout un plat, mais après tout, les relations commerciales doivent être basées sur le principe de la réciprocité. Si les États-Unis trouvent que leur balance était par trop déficitaire, qu'ils imposent des droits de douane, nous sortons du dogme du libre-échangisme généralisé. Nos gouvernants européens découvrent cela avec effroi, avec stupeur. Je pense que la seule réponse intelligente, c'est d'en faire autant. Dans les domaines où nous sommes, plutôt débiteurs à l'égard des États-Unis. Je rappelle quand même que la charte de la Havane, qui après la Deuxième Guerre mondiale a fixé les bases des rapports économiques internationaux, prévoit que ces rapports doivent être équilibrés. Autrement dit, en théorie, aucun pays ne devrait vendre substantiellement plus à un autre qu'il n'en achète, et réciproquement. Ça va faire mal à l'Allemagne, ce que vous dites là. Ça va faire mal à l'Allemagne, ce que vous dites là, avec l'excédent qu'il y a là, avec la France. Voilà, c'est un problème dont je comprends très bien que les Européens se préoccupent, mais ça ne justifie pas les cris d'orfraie qui sont poussés sur le plan, je dirais, moral, légal ou autre. Tandis que l'affaire de la prétendue universalité des sanctions américaines, c'est la manifestation cynique d'un impérialisme à l'échelle mondiale qui a des conséquences catastrophiques et contre lesquelles nous n'avons pas encore réagi. Nous avons réagi. Les différents ministres des Finances et des Affaires étrangères de l'Allemagne et de l'Angleterre et de la France ont écrit le 4 juin une lettre au secrétaire d'État et au secrétaire au Trésor américain demandant une exemption des sanctions pour les pays alliés des États-Unis. Voilà, et si cette exemption, si on les envoie se faire fiche, si cette exemption n'est pas accordée, qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Moi je dis, il faut préparer la mise sous séquestre, de biens, d'avoirs financiers américains dans une proportion équivalente. Parce que d'ores et déjà, les entreprises françaises se sont couchées. Et elles se sont couchées, pas par une lâcheté particulière, mais parce qu'elles savent très bien qu'elles n'ont aucune confiance à avoir dans la protection que leur accordera la France, pas plus que Hollande n'a protégé BNP Paribas quand BNP Paribas a été spolié de 7 milliards d'euros. Bon, alors Total déjà a renoncé à l'exploitation d'un gisement de gaz considérable. Peugeot, Monsieur Tavares, PDG de PSA, qui avait déclaré qu'il espérait bien qu'on allait se distancer de Trump en cette occasion, a déjà pris acte du fait qu'il n'y a pas de réponse sérieuse, et Peugeot est en train de renoncer, non pas, comme ils l'ont dit dans un communiqué, à 1% ou dans une déclaration d'un de ses dirigeants, à 1% de son... une activité de ses exportations, mais à 15% de sa production. Premier marché. Il y a un marché considérable, il y a à peu près entre 4 et 500 000 voitures qui sont exportées. L'Iran est l'un de nos premiers marchés d'exportation pour les voitures françaises, oui, et PSA... qui n'en ont guère, parce que si vous vous promenez en Chine, vous voyez partout des voitures étrangères. Si vous promenez en Russie, vous voyez partout des voitures étrangères, des Allemandes, des Coréennes, des Japonaises, etc. Mais pour voir une Française, une Citroën, une Renault, une Peugeot, il faut une loupe, il faut une longue vue, des jumelles. Les entreprises françaises perdent donc d'importantes parts de marché, d'autant que PSA était le premier constructeur en Iran. Oui, absolument. C'est ce que je dis. Et je crois que là, il faut une réponse. Il faut une réponse avec des appropriées, non seulement juridiques, non seulement politiques. Je ne demande pas qu'on déclare la guerre aux États-Unis, bien sûr. Enfin, s'ils nous font la guerre commerciale, il faut la livrer, il faut se défendre. Mais et encore une fois, la guerre commerciale, la guerre dans ce domaine qui touche à notre souveraineté nationale, c'est de dire, écoutez, voilà, vous intimidez telle société française, vous voulez la spolier, nous,
nous mettrons la main sur tel de vos avoirs et de vos finances. À partir de ce moment-là, la discussion peut véritablement s'engager. Voilà, un bras de fer, ça doit s'engager avec fermeté. Au moins, les entreprises peuvent compter sur la défense de l'Union européenne. Nous allons voir. Parce que pour le moment, cette défense est surtout verbale. Les places de marché perdues par les entreprises françaises dans le domaine de l'énergie en Iran devront être remplacées, puisque l'Iran a annoncé le 5 juin remplacer les centrifugeuses détruites lors des dernières attaques contre ce pays. Bien sûr, mais l'Iran compte donc se remettre à l'énergie atomique. L'Iran va reprendre ils l'ont annoncé, ils reprennent leur programme d'enrichissement d'uranium. Il va passer à 20% d'uranium enrichi à partir de ce moment-là. On peut envisager les applications militaires, et puis après, pourquoi pas à 80 ou 90%, et se doter de la bombe atomique, voilà, qui sera leur assurance vie. Alors si les États-Unis ne sont pas fiables, peut-être pensez-vous trouver mieux de la part de la Russie. Vous y étiez récemment. Oui. Vous êtes donc définitivement un agent russe, comme on le soupçonnait. Non, je ne suis pas un agent russe. C'est vrai que ça fait 2 séjours. Un premier à mes frais, un voyage privé, mais dans le cadre d'une association d'officiers de marine de réserve ou honoraires, dont je suis membre, un voyage à Saint-Pétersbourg, extrêmement intéressant et sympathique, et au cours duquel j'ai notamment assisté à aux grandes manifestations qui célèbrent l'anniversaire de la victoire dans ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique, le 9 mai. Mais là, c'est vrai, j'étais invité par la Douma, c'est-à-dire par le Parlement russe. C'est un voyage extrêmement intéressant, qui ne fait pas de moi un agent russe. Je précise quand même une chose à cet égard. J'ai été invité à de multiples reprises au Parlement japonais. Cela ne fait pas de moi un lobbyiste du Japon au sein de cette organisation. Je mets même plutôt en garde l'Europe et le Japon contre la conclusion du nouveau traité de libre-échange qui se prépare. Bon, il ne sera pas forcément dans notre intérêt. Et une précision d'ailleurs, pour ceux qui douteraient de ma neutralité. Moi, ma neutralité ne consiste pas à discuter avec personne, elle consiste à discuter avec tout le monde. J'ai pendant 20 ans, 30 ans, beaucoup moins maintenant il est vrai, soutenu la politique du gouvernement américain quand personne ne la soutenait. J'ai été favorable à la défense que les États-Unis apportaient au malheureux Sud-Vietnam, agressé par les communistes, quand on faisait défiler toute la jeunesse française et européenne, américaine même, à Berkeley ou ailleurs, en faveur de la victoire des communistes. J'ai soutenu la politique, comme disent les Américains, de containment, du communisme agressif, que ce soit en Extrême-Orient ou que ce soit en Europe. J'ai été un partisan de l'OTAN quand il y avait 6000 chars russes campant à nuit de route de nos frontières. Bon, je n'ai jamais eu le moindre contact, je n'ai jamais eu l'honneur d'une invitation à l'ambassade, d'un contact avec un secrétaire de 3e rang, alors que très régulièrement, au moment des élections, évidemment, des diplomates de divers pays prennent contact avec nous pour savoir ce que nous pensons, pour vanter les mérites de la coopération avec leur État. J'en ai rencontré de toutes sortes, jamais avec les États-Unis. Mais si le Congrès des États-Unis m'invite, je viendrai et je dirai ce que j'ai à dire. Mais c'est que la Russie est mal vue par l'Union européenne, encore que Jean-Claude Juncker a le 31 mai déclaré qu'il fallait mettre fin au dénigrement de la Russie et avait déjà en octobre 2017 pris position dans le sens d'un renouvellement du dialogue avec ce pays. Je me réjouis de ce bon sens. Il faut aller voir la Russie. Il faut que les gens aillent voir la Russie au-delà du déferlement d'insanité que l'on nous assène depuis que ce pays n'est plus communiste. Vous verrez d'abord que les rues sont propres, elles sont sûres. Il y a moins de militaires dans nos rues, dans leurs rues qu'il n'y en a chez nous, parce que le problème du terrorisme, ils l'ont apparemment réglé. Les manifestations des gens sont parfaitement spontanées. C'est pas le KGB qui les y oblige. Leur opinion
est favorable ce pays à leur gouvernement en grande majorité. Ce pays a fait des progrès absolument considérables dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du niveau de vie. Mais encore une fois, ce qui me frappe aussi, c'est la propreté, que ce soit à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Vous n'avez pas un mégot qui traîne par terre, vous n'avez pas un ticket de métro, excusez-moi, vous n'avez pas une crotte de chien. Je dis ça pour Madame Hidalgo en particulier. Paris, on a honte de revenir à Paris, qui est une ville sale, une ville moche, où les travaux sont constants et enlaidissent la ville, alors qu'à Moscou, par exemple, quand on ravale une façade, on dresse devant une toile en trompe-l'œil qui rappelle les motifs de l'immeuble, de l'harmonie des fenêtres, des colonnades, que sais-je encore. C'est un partenaire évident pour nous. C'est un partenaire évident. D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en dépit des sanctions, tous les commerces européens et américains sont représentés. Les McDo, les Burger King, les Kentucky Fried Chicken, j'en passe et des pires, mais aussi toutes nos marques de spiritueux, de parfums, de mode, que sais-je encore, qui occupent le GUM, naguère, le grand magasin qui était chargé de vanter les mérites soviétiques. C'est un marché ça devrait être un marché pour nos automobiles, pas seulement, comme je le disais, pour les voitures allemandes, coréennes ou japonaises. Ce sont des ressources considérables en matières premières qui peuvent contribuer à assurer notre indépendance énergétique en particulier. Il n'y a aucune raison de maintenir ce système de sanctions, si ce n'est ce malheureux conflit avec l'Ukraine, qui est très regrettable, mais qui s'explique par des circonstances politiques, historiques, etc., et où nous devons jouer un rôle d'arbitre ou de conciliateur, mais où nous n'avons pas, à mon avis, à nous impliquer. Voilà. Et la réunion à laquelle j'étais était extrêmement intéressante. Je me suis longuement entretenu. J'étais invité avec d'autres parlementaires, d'ailleurs de divers pays. Nous étions de 85 pays. Mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président du Parlement, M. Vyacheslav Volodine, mais surtout avec le vice-président, le comte Piotr Tolstoï, qui est un arrière-petit-fils du célèbre écrivain, et aussi avec le président de la Commission des Affaires étrangères, M. Leonid Slutsky. Je dois dire que ces deux dernières personnes parlent très bien le français. J'ai aussi rencontré M. Vladimir Zhirinovsky, qui est du Parti libéral-démocrate, que nous connaissons depuis longtemps, et j'ai fait la connaissance de beaucoup de parlementaires russes et étrangers. Et je crois véritablement qu'il faut arrêter cette comédie stupide des sanctions et nous lier dans un partenariat avec ce grand pays. Et les agriculteurs seront les premiers à s'en réjouir parce que les agriculteurs français sont particulièrement victimes de... Ah oui, parce qu'à partir de ce moment-là, les Russes se sont dit qu'il s'agisse de produits agricoles, de produits alimentaires français dont ils étaient friands, il faut dire que leur cuisine, c'est pas terrible en général. Bon. Là, nous avons quand même encore manifestement un train d'avance. Bon. Mais il n'y a pas que les produits agricoles, d'ailleurs. Il y avait nos bâtiments de projection et de commandement, etc. Il y avait des débouchés de toute nature dans ce pays, et il ne faut pas que nous soyons les derniers à nous y précipiter. Alors, l'Italie a un gouvernement, donc le gouvernement Conte, et ce qu'a annoncé Conte dans une de ses premières déclarations, c'est de justement renouer avec la Russie des relations plus cordiales. Eh bien, je m'en réjouis. Je me réjouis aussi que M. Juncker soit réaliste. D'ailleurs, M. Juncker, que vous évoquiez tout à l'heure, est réaliste relativement à la Russie, réaliste aussi relativement à l'Union européenne. Il a dit que la situation démographique de l'Union, qui aujourd'hui pèse un quart dans le produit mondial, ne serait plus dans 20 ans que de 15%, et que sa population ne serait plus que de 1%. Toute l'Union européenne. C'est plus de 1% de la population du monde. Mais c'est l'immigration qui est la solution. Enfin, un dirigeant européen prend conscience des problèmes démographiques, des problèmes économiques. Bon. Alors, pour revenir à l'Italie, M. Giuseppe Conte a raison.
Je me réjouis du programme de l'arrivée au pouvoir de nos amis, en particulier de Matteo Salvini. Que vous connaissez bien. Que je connais bien, et aussi d'ailleurs... Ancien député européen, membre du groupe ENL. Absolument, du groupe que présidait Marine Le Pen quand elle était ici, et également de M. Lorenzo Fontana, qui est maintenant ministre de la Famille. Ça prouve qu'ils y attachent une importance considérable, parce que l'Italie, naguère si prolifique, est aussi frappée de plein fouet par un déclin démographique terrible. Et il ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas des immigrés, la nature a horreur du vide. Si l'Europe se vide, le trop-plein de l'Afrique ou de l'Asie se déversera sur elle d'une façon ou d'une autre. Bon. Et non seulement ils ont une politique réaliste en matière d'immigration, relativement à l'Union européenne, mais je pense que les mesures économiques qu'ils prennent, et en particulier je pense à ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une simplification radicale du système fiscal. Voilà. Tous les revenus des particuliers sont taxés à 15%. Voilà. Point barre. Pas d'exemption, pas de niche fiscale, à un moment où les Français viennent de faire leur déclaration d'impôt et où le prélèvement à la source tourne à une véritable usine à gaz, tant pour les particuliers que pour les entreprises, alors qu'il eût été si simple d'instaurer une mensualisation générale si on voulait avoir des ressources plus régulières pour l'État. Mon Dieu, là je pense que c'est de nature à donner un coup de fouet à l'économie italienne. 15% pour les particuliers, 20% pour les entreprises. Alors, j'observe que ça suscite beaucoup de critiques. Je vais donner par exemple un exemple. Le magazine Le Point. Pourquoi la crise historique en Italie peut faire couler l'Europe? Les charlatans vont-ils nous ruiner? Alors les charlatans, ce sont les populistes, bien sûr. Les charlatans vont-ils... Ah, je le dis, c'est terrible. Mon ami Salvini va me ruiner. Bon. Et alors, on voit les vérités du plus grand philosophe européen. Évidemment, s'il était interrogé, j'avoue humblement que je ne le connaissais pas jusqu'à ce que j'achète Le Point. C'est M. Peter Sloterdijk. J'espère que je prononce bien. J'ai lu l'interview de M. Peter Sloterdijk. Il ne dit absolument pas que le nouveau gouvernement italien va ruiner l'Europe, ni même l'Italie. J'ai d'ailleurs lu tout le magazine, il n'y a pas un seul fait à l'appui du titre. Pas un seul fait à l'appui du titre. Autrement dit, ce titre est le prototype de la fake news, ce qu'il faut le dire au pluriel, comme me l'a fait observer d'ailleurs récemment un angliciste distingué, même quand il n'en a qu'une. Bon. Eh bien, ce titre est le prototype de la fake news au sens aberrant, excessif, vague, incontrôlable que lui donne maintenant l'Assemblée nationale française et le gouvernement français dans cette absurde proposition de loi où je crois la définition des fake news, c'est l'information qui n'est assortie d'aucun élément vérifiable. Voilà, voilà une information qui n'est assortie d'aucun élément vérifiable à l'appui. Mais je ne pense pas que le point sera poursuivi. Non. Je ne demande pas qu'il le soit. Je suis en faveur de la liberté qui se restreint dans notre pays comme une feuille de papier. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu l'occasion de dire devant les députés de la Douma et devant d'autres délégations étrangères, où j'ai parlé du rôle détestable des lois liberticides en France, qui répriment la libre expression, qu'il s'agisse de l'histoire contemporaine, que l'on va qualifier de négationnisme, qu'il s'agisse de la morale naturelle ou sexuelle, que l'on va qualifier d'homophobie, qu'il s'agisse de parler de l'immigration, où vous risquez d'être taxé de racisme, de xénophobe, etc., etc. Voilà, ces choses-là sont absolument insupportables. Je n'en ai que plus de facilité pour exprimer ma réprobation, encore une fois, des scandaleuses condamnations judiciaires de M. Dupont-Aignan, de M. M. Dupont-Aignan a été relaxé. En appel je ne crois pas qu'il l'ait été en... Il a été relaxé récemment pour ses propos. Tant mieux. De M. Zemmour, de M. Soral,
et de beaucoup d'autres. Mais comme l'a dit la LICRA, la vérité n'est pas une excuse valable. Ah. Alors, si la LICRA l'a dit. Alors, pour revenir aux questions économiques, Bruno Gollnisch, donc la position du gouvernement Conté qui veut sortir de la dette parce qu'on reproche à l'Italie d'avoir une très grosse dette et malgré tout de s'engager dans une logique de dépenses. La volonté du gouvernement italien de sortir de la dette et de l'endettement par le haut, par la croissance, est pour vous un bon choix. Le fait de redonner du pouvoir d'achat aux Italiens, le fait de redonner le goût d'entreprendre aux Italiens, le fait de permettre c'est une politique keynésienne. Voilà. C'est une politique keynésienne. Quand c'était le président Roosevelt qui l'utilisait après la grande crise aux États-Unis, tout le monde trouve ça très bien, tous les commentateurs trouvent ça très bien. Quand c'est M. Giuseppe Conte, M. Matteo Salvini ou le président de Cinque Stelle, eh bien, tout le monde trouve ça très mal. Luigi Di Maio. Cherchez l'erreur. Bruno Gollnisch, merci.